Entre cocotiers et plages de sable blanc, le destin du village de Palma, au nord du Mozambique, est sur le point de basculer. D'immenses réserves de gaz ont été découvertes au large de ses côtes en 2010. Depuis, ce pays, parmi les plus pauvres au monde, se rêve en Qatar africain. Grâce à ce projet, nous aurons un décollage, nous aurons de l'emploi. Parce qu'ici, il n'y a pas de travail, nous dépendons de la mer. Et avec le début du projet, je crois que beaucoup de ces jeunes obtiendront des emplois. En quelques années, Palma s'est déjà transformé. Avec le raccordement au réseau électrique, une nouvelle route asphaltée, une banque, des hôtels et des restaurants. Mais pour l'instant, il reste vide. Les projets ont pris beaucoup de retard. Avec la chute des cours des hydrocarbures, les multinationales ne cessent de repousser leurs investissements. Les centaines de familles du village ont pourtant accepté de céder la place aux usines de liquéfaction et aux centrales électriques, non sans quelques réserves. Vous avez vu la taille de nos cocotiers, de nos manguiers, de nos cajoutiers. Ici, nous cultivons des haricots. Tous les produits, tous les aliments, nous arrivons à les faire pousser. Mais là-bas, nous ne savons pas s'il y aura de quoi produire tout ça. Autre conséquence des retards d'investissement, le gouvernement s'est fortement endetté en pariant sur la future manne gazière. 2 milliards de dollars ont été empruntés secrètement au mépris de la constitution mozambicaine et des lois budgétaires. Ces révélations ont provoqué une crise avec le FMI et la plupart des bailleurs de fonds ont suspendu leur aide. Il va falloir beaucoup de temps pour que les Mozambicains voient sur leur table les bénéfices de l'extraction du gaz. Car le gouvernement va d'abord devoir utiliser les recettes pour rembourser ses dettes des années antérieures. Quand les gisements ont été découverts, les premières estimations tablaient sur du gaz liquéfié à l'export dès 2016. Désormais, ce ne sera pas avant 2022, dans le meilleur des cas. De quoi retarder d'autant le développement du Mozambique, où la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Ce groupe d'élèves s'apprête à visiter un important site historique de la Gambie, l'île de Kunta Kinte. Située au milieu du fleuve Gambie, elle abrite des vestiges de la traite négrière. Je pense que c'est très important parce que nous devons connaître notre propre histoire. C'est la seule façon pour nous de comprendre et de réaliser notre potentiel. Au XVIIIe siècle, c'est dans cette cellule qu'un certain Kunta Kinte fut détenu par les Portugais. L'histoire de cet esclave insoumis devenu héros national a été popularisée dans les années 70 grâce à la série américaine Racine, adaptée du livre de l'écrivain Alex Haley. Aujourd'hui, les vestiges du fort sont encore visibles, mais une partie importante de l'île a été détruite par les flots au fil du temps. Avant, l'île était très grande, 6 fois plus grande. Aujourd'hui, elle est 6 fois plus petite à cause de l'érosion. Peu d'efforts ont également été faits par les autorités gambiennes au cours des ans pour conserver et mettre en avant cet héritage historique pourtant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les historiens lancent un appel au nouveau gouvernement gambien pour protéger et faire la promotion de l'île. Selon eux, l'ancien président Yahya Jammeh a négligé l'endroit au profit de son village natal et obligé les visites organisées à y faire étape. On avait beaucoup de pression de sa part pour se conformer à sa vision de l'histoire de la Gambie. Et comme nous avons résisté, l'île a souffert d'un manque d'attention et d'un manque de fonds, en particulier en ce qui concerne la conservation. Aujourd'hui, seul ce petit musée de l'esclavage existe près du village natal de Kunta Kinte, mais les idées de développement touristique ne manquent pas. L'historien souhaiterait notamment une vraie formation pour les guides et que des spectacles culturels et un centre spécialisé voient le jour. Voici à quoi pourrait ressembler Moscou dans quelques mois. Un vaste chantier de démolition. La cible, les immeubles de 3 et 4 étages datant des années 50 et 60. La ville souhaite en raser plus de 4500 et reloger des centaines de milliers de moscovites dans des logements modernes. Député du parti au pouvoir, Piotr Tolstoï est l'un des rédacteurs du projet de loi qui vise à autoriser ce chantier extraordinaire. C'est un pas historique. Il n'y a pas eu de telles modifications à grande échelle à Moscou depuis probablement les années 50. Ils sont obsolètes. Il est impossible de les réparer, de les rénover ou de les reconstruire. Les gens y vivent vraiment dans des conditions horribles.
Valeria a acheté cet appartement il y a moins d'un an. 2 chambres et 79 mètres carrés dans un immeuble datant de 1957, aujourd'hui encore en très bon état. La réalisation d'un vieux rêve pour cette jeune femme. Aujourd'hui, comme de nombreux autres propriétaires, elle se dit impuissante et incrédule face aux promesses de relogement de la mairie. J'ai l'impression que l'opinion des propriétaires n'est absolument pas prise en compte. L'attitude des autorités envers la population est injuste. Ils prennent ton logement et c'est tout. Tu n'as droit à rien. Ce quartier dans le nord de Moscou, c'est Zoya, aujourd'hui 80 ans, qui l'a en partie dessiné dans les années 60. À l'époque, l'objectif était d'offrir un logement individuel à de nombreux moscovites vivant dans des appartements communautaires sans aucune intimité. Nous avons élaboré un projet d'une ville idéale, d'une ville communiste. Et nous avons pris en compte, dans l'élaboration du projet de cette ville idéale, sa taille et le nombre de personnes qui devraient y vivre, afin que tout le monde puisse y vivre confortablement. Aujourd'hui, la mairie prévoit la construction de 35 millions de mètres carrés de nouveaux logements, la plupart dans des grands ensembles dépassant très largement les 4 étages. Baidoa, sud-ouest de la Somalie. Ils ont marché pendant des jours sous un soleil de plomb pour atteindre ce camp. Tente de fortune, riz et surtout de l'eau, des besoins vitaux à soulager. Rahmo a donné naissance à son bébé ici il y a 2 jours. Je viens d'un village appelé Chabela. Nous avons quitté notre maison à cause de la sécheresse. Nous sommes venus parce que nous avions trop faim. Pour les Somaliens, le souvenir de la famine de 2011, qui avait fait 260 000 morts, est toujours vivace. Mais cette année, les experts redoutent que le bilan soit encore plus lourd, car de mauvaises récoltes, combinées à un manque de pluie, ont considérablement diminué les réserves. De plus, le choléra menace les populations affaiblies. Dans la capitale Mogadiscio, de nouveaux déplacés arrivent chaque jour dans les camps. Nous sommes partis, car il n'y a plus d'eau du tout. L'ONU met en garde contre la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La Turquie, qui aide la Somalie depuis 2011, a décidé de mettre la main à la poche. 70 000 tonnes d'aide ont été envoyées ici par le Croissant Rouge turc et Turkish Airlines est la seule compagnie à desservir Mogadiscio. Ankara est un des principaux bailleurs de fonds du pays ravagé par la guerre et plus de 15 accords bilatéraux ont été signés. Et la Turquie ne s'arrête pas là. Au Croissant Rouge turc, nous ne travaillons pas seulement pour la Somalie. Nous avons aussi lancé une campagne pour le Yémen et le Soudan du Sud, car toute l'Afrique de l'Est est impactée et a besoin d'aide. Rien qu'en Somalie, on estime que la moitié de la population, soit 3 millions d'habitants, a besoin d'une aide alimentaire d'urgence aujourd'hui. Dans la région du Turkana, au Kenya, les carcasses d'animaux font désormais partie du paysage. Le manque de pluie depuis plusieurs saisons a entraîné une perte importante de bétail dans le nord-ouest du pays. Les communautés pastorales, elles aussi affectées par la sécheresse, peinent à survivre. Nous mangeons les carcasses de chèvres, rien d'autre. D'habitude, nous mangeons des fruits sauvages et notre bétail. La sécheresse et des conflits entre communautés engendrent des pénuries d'eau et de nourriture. Dans cette région difficile d'accès, l'aide alimentaire et médicale arrive au compte-gouttes. Avec la nappe phréatique à son niveau le plus bas, les femmes doivent descendre dans des puits pour trouver un peu d'eau. Tout le bétail est mort et maintenant nous survivons avec de l'eau. Mais cette eau est sale. Dès que nous la buvons, nous avons la diarrhée. Le gouvernement kényan estime que 2,7 millions de personnes ont besoin d'eau potable. Femmes et enfants doivent quitter les villages pour trouver de la nourriture dans des dispensaires. Plus de la moitié des enfants dans cette région souffrent de malnutrition sévère. Et ça, c'est exceptionnel et très inquiétant. Et nous espérons pouvoir aider ces personnes.
Le Turkana a longtemps été la région oubliée du Kenya, marginalisée par la puissance coloniale britannique puis par les différents gouvernements du pays. La découverte de gisements de pétrole il y a 5 ans a suscité l'espoir, mais aujourd'hui la population se sent délaissée. Nous avons du pétrole, oui, mais qui va le transformer en argent? C'est le gouvernement national qui peut construire un pipeline et trouver des investisseurs. Avec l'élection présidentielle prévue dans quelques mois, la population du Turkana espère être entendue. Mais son cas est loin d'être isolé. Sur les 47 comtés du Kenya, la moitié sont affectés par la sécheresse. Il y en a pour tous les goûts sur ce marché indonésien des célèbres. De la viande d'animaux exotiques, de tout poil, âme sensible s'abstenir. Du rat, du serpent, c'est ce qu'on vend le mieux ici. Pour les estomacs les mieux accrochés, on trouve même du singe grillé. Problème, ce macaque noir ou macaca nigra est une espèce endémique en voie d'extinction. Ce singe est très important dans la protection de l'environnement, pour garantir l'équilibre de l'écosystème de la zone. Si cet écosystème est déséquilibré, ça sera un désastre. Sa viande est très prisée par la population locale, une ethnie chrétienne isolée dans le pays musulman le plus peuplé au monde. Dans la jungle des célèbres, le nombre de macaques noirs a été divisé par 5 en 40 ans. Il n'en resterait que 5000 à l'état naturel, et ce, malgré les efforts du gouvernement. On a émis une interdiction de consommation de viande d'espèces protégées pour essayer d'empêcher les gens de manger du macaca nigra. Le macaque noir a récemment connu un pic de popularité sur Internet. Un primate a accidentellement pris un selfie en attrapant l'appareil d'un photographe animalier. Un buzz qui servira peut-être à attirer l'attention sur le macaca nigra et surtout à le retirer des menus en Indonésie.